Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce Facebook Live pour commenter la 90e cérémonie des Oscars qui s'est achevée il y a quelques heures seulement. Avec moi pour en parler, Guillemette Odissino. Bonjour Guillemette. Bonjour. Merci d'être là si tôt. Moi aussi, je suis achevée depuis quelques heures. Alors, cette cérémonie, on va dire, on va aller assez vite sur le palmarès tout dans un premier temps, sans trop de surprises. Oui. Ce qui était presque le plus intéressant dans la cérémonie, c'est comment on allait parler de l'affaire Weinstein, de toutes les conséquences sur Hollywood, comment la politique allait s'inviter dans cette cérémonie. Donc, est-ce que ça a été présent ou pas finalement ? Oui, ça a été très présent. Alors, ne serait-ce que quand on a regardé la cérémonie depuis le début, sur le tapis rouge et tout, on a vu à quel point, et c'est vrai que c'était assez réjouissant. Bon, évidemment, il y a toujours des actrices, mais là, on avait l'impression que toutes les actrices d'Hollywood étaient là, nommées, pas nommées, avec des films en cours de préparation ou pas. Très beau parterre de femmes. Est-ce qu'il y avait un dress code comme il y avait aux Golden Globes où les femmes étaient venues en noir, les hommes en chemise noire? Est-ce qu'il y avait un dress code? Non, là on était dans le glamour, on était dans la robe rideau de douche, on était dans plein de choses qu'on aime habituellement. Mais en revanche, elles avaient toutes ou avant sous le micro de Didier Alouche ou ensuite sur scène, préparer des discours. Il y avait vraiment une intention. Et puis il y avait pratiquement tout, enfin pas tous évidemment, mais tous les acteurs noirs qu'on connaît, les stars comme les stars qui montent, puisqu'il y avait évidemment Get Out qui était dans les nommés. Donc il y avait une présence massive de tous les sujets qui était incarné en fait déjà dans la salle. D'accord. Alors il y avait tu parlais de Viola Davis qui a quand même fait un. Oui. Alors ça c'était au micro de Didier Alouche. Oui, alors au micro de Didier Alouche, qui était un très beau discours parce que bon, on sait Didier Alouche crie comme ça, il essaye de choper des stars pour la télé française, French TV comme il dit, et à un moment. Il arrive à choper Viola Davis qui a vraiment synthétisé de manière très puissante en disant oui, cette année, c'est particulier, c'est un tournant. Il y a eu des révélations. Maintenant, c'est une nouvelle ère. Et elle a vraiment très joliment débarrassé le côté paillette des Oscars et de Hollywood pour dire qu'en fait, Hollywood était et se devait d'être une métaphore de en fait, la situation homme-femme, de cesser le harcèlement, etc. Mais que Hollywood était une métaphore, c'était justement, c'était assez fort. Alors, le moment fort en matière du discours politique de la soirée, c'est la montée sur scène de 3 femmes qui ont été... qui accusent Harvey Weinstein de les avoir agressées, même pour certaines de l'avoir violées. C'était Salma Hayek, Annabella Sciorra et Ashley Judd, qui donc monté sur scène au nom du mouvement MeToo. Et et qui ont fait un discours quand même assez fort pour demander donc plus d'égalité hommes-femmes à Hollywood, plus de représentation des diversités, et donc ce fameux mot intersectionnalité, c'est-à-dire on va dire de convergence des luttes entre toutes les personnes discriminées, que ce soit les femmes, les minorités. Donc voilà, il y avait un discours assez fort et ça a été suivi d'un clip qui célébrait tous les cinéastes et tous les films qui mettaient en avant les femmes et les diversités. C'était assez intéressant parce qu'il y avait, on va dire, les grands anciens, donc il y avait Thelma et Louise dedans. Et puis les petits nouveaux, dont certains étaient nommés cette année. Donc il y avait Get Out. Oui, Get Out. Get Out, donc tu peux rappeler ce que c'est que ce film. Ah là là, Get Out, moi c'était mon petit chouchou. Get Out, c'est fou, c'est vraiment un film de genre. Donc déjà en soi, qu'un film de genre accède vraiment au petit panier des nommés pour le meilleur film, meilleur réalisateur et même meilleur acteur d'ailleurs. Le jeune acteur noir, c'est l'histoire d'un jeune homme noir qui est fiancé à une jeune blanche. Et cette jeune femme l'emmène chez ses parents dans la campagne américaine, une campagne très chic. Alors oui, elle lui prévient que papa est un peu de droite. Un peu de droite. Il est un petit peu inquiet. Il a des raisons sacrément de l'être inquiet, puisque le film, très subtilement, et d'ailleurs de plus en plus insidieusement et violemment, va montrer qu'en fait, aux États-Unis, on se sert des Noirs d'une drôle de manière. Voilà. Et c'est un film incroyablement surprenant. D'ailleurs, je suis ravie, j'aurais aimé qu'il ait plus de choses, mais il y avait des mastodontes en face de lui. Mais c'est le film qui a obtenu l'Oscar du meilleur scénario original. Qui est assez malin, il faut reconnaître. Qui est vraiment malin et qui, pour le coup, lui, est un scénario, alors lui aussi, très métaphorique, mais métaphorique de ce qui se passe aux États-Unis.
Oui, alors c'est vrai que le prix était peut-être un petit peu juste pour ce film-là. Ça arrive au moment où il y a un film qui met en valeur les Noirs, qui cartonne. C'est un des plus gros succès de l'histoire de Hollywood. Et c'est vrai qu'il y a une concordance de ce succès et de ce prix qui est plutôt encourageant. Puis c'est fabuleux parce que c'est... Évidemment, c'est un Marvel. On est habitué à ce que les Marvel cartonnent, mais que ce soit un Marvel Black qui cartonne plus que tous les Marvel du monde, alors là, c'est vraiment... Et d'ailleurs, effectivement, là aussi, sur le tapis rouge d'avant, tout le monde s'en félicitait. Et le réalisateur, en fait, de Get Out se félicite... au micro 2 secondes et demie de Didier Alouche, se félicitait du succès de Black Panthers, et à un moment a dit clairement, c'est très bien, dans un pays dont le président est raciste. Il a prononcé l'adjectif avec beaucoup de décontraction. Nous avons un président raciste, donc tant mieux si maintenant, effectivement, notre minorité arrive au plus haut et puis des scores, quoi. Sur la cérémonie, il y a eu des allusions à Trump, mais souvent assez voilées, pas très voilà, un peu légères. On avait l'impression qu'il fallait quand même pas trop en dire. Il y a eu 2 remettants, donc c'était Lupita Nyong'o et j'ai oublié le nom de son partenaire, Kumail Nanjiani, c'est ça qui ont remis des prix et qui eux ont fait un éloge des Dreamers, ces jeunes immigrés, pour la plupart venus d'Amérique latine, encouragés par Obama, qui étaient prêts à les naturaliser et que Trump maintenant veut expulser. Oui. Donc voilà, donc c'était... Ça rejoint ce que disait Viola Davis, c'est Hollywood, la métaphore, ça peut être une métaphore pour le monde entier. Et là, ça rappelait que Hollywood, c'est un petit peu le rêve, et le rêve américain aussi, quoi. Voilà. C'est le rêve américain au-delà des murs. Au-delà des murs, voilà. Mais c'est vrai que déjà qu'il y avait tellement de thèmes très très forts. En plus, l'année précédente, Trump, là pour le coup, s'en était pris plein la face. Parce que c'était tout frais. Hein. C'était tout frais. Et il s'était d'ailleurs pas gêné pour tweeter quasiment des insultes. Meryl Streep s'était quand même quasiment fait insulter. Donc je pense qu'ils se sont dit là, pas toutes les guerres en même temps. Très bien. On va maintenant faire un petit peu l'état des lieux du palmarès. Alors, première chose, oui, je vois une réaction d'une internaute, donc Pascal, qui dit « Dommage pour Lady Bird ». C'était un des films qui était cité dans le fameux clip dont j'ai parlé, en tant que film fait par une jeune femme, qui met en valeur des femmes. C'est dommage pour Lady Bird parce qu'il n'a rien eu. Je comprends la tendresse de Pascal pour Lady Bird, parce qu'effectivement, on ne peut pas ne pas avoir de tendresse pour ce film. Après, très sincèrement, il était vraiment confronté à des très gros morceaux. C'est une très bonne année, parce qu'en fait, tous les films là qui étaient nommés viennent tout juste de sortir en France. C'est vrai que c'est vraiment une très très bonne année pour le cinéma américain. C'est une très bonne année, que ce soit dans... les vieux de la vieille, Spielberg, etc. Guillermo del Toro qui accède enfin vraiment au haut de la montagne, et des films d'auteur comme celui-ci, comme Get Out. Il y avait un très joli mélange, mais c'est vrai que les petits films d'auteur n'avaient aucune chance. C'est-à-dire qu'au moins au Golden Globes, comme on partage entre les films dramatiques, les films dits comédies, elle avait pu avoir un prix dans ce cadre-là. C'est vrai que là, quand tout est réuni et que, un peu comme au César, en général, les comédies, elles partent avec un handicap, elle avait assez peu de chance. Et puis on s'attendait à un raz-de-marée. Voilà. Alors, donc en fait, les 2 favoris de cette cérémonie, c'était La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Three Billboards, Les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh. Donc 13 nominations pour le premier, 9 nominations pour le second. Ils avaient raflé la plupart des prix aux Golden Globes, qui sont souvent, on dit, une répétition générale pour les Oscars, ainsi qu'aux Césars britanniques, les BAFTAs. Et là, ils ont gagné effectivement un peu les prix qui étaient prévus, sans raz-de-marée non plus. C'est-à-dire que La forme de l'eau, c'est 4 récompenses, dont les 2 quand même, les 2 majeurs. Les 2 majeurs. Et donc, Guillermo del Toro, meilleur film, et donc meilleur réalisateur. Et on va écouter d'ailleurs la réaction au moment où il reçoit sa statuette. And the Oscar goes to... The Shape of Water. Guillermo del Toro and J. Miles Dale produces. The Shape of Water has 13 Academy Award nominations this year, winning 4 Oscars tonight for production design, music original score, directing, and Best Picture.
Yes. Yeah, it's real. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Growing up in Mexico as a kid, I was a big admirer of foreign film like E.T. or William Wyler or Douglas Sirk or Frank Capra. And a few weeks ago, Steven Spielberg said, if you find yourself there, you find yourself in the podium, remember that you are part of a legacy, that you're part of a world of filmmakers, and be proud of it. I'm very, very proud. I want to dedicate this to every young filmmaker, the youth that is showing us how things are done. Really they are, in every country in the world. And I was a kid enamored with movies. Growing up in Mexico, I thought this could never happen. It happens. And I want to tell you, everyone that is dreaming of a parable, of using genre fantasy to tell the stories about the things that are real in the world today, you can do it. This is a door. Kick it open and come in. Thank you very much. Alors, le discours de Guillermo del Toro, il est raisonnablement politique quand même. Hein. Tu étais un peu déçu. Tu peux espérer qu'il en dise un petit peu plus. Bon, tu sais que je ne suis pas fanatique absolue de La Forme de l'eau. Oui. Eh ben, je trouve que le discours était à peu près de la même eau, c'est-à-dire un petit peu... oui, un petit peu tendrounette, pas très engagé. Il y avait ce côté, continuer à rêver, jeunes gens. Alors bon, effectivement, continuer à rêver, même si vous n'êtes pas américain, pénétrer le territoire américain pour transformer vos rêves. Mais bon, il aurait pu y aller un peu plus franco. Il n'a même pas prononcé le mot mur, disons. Il a dit « je suis un immigrant comme tant d'autres ». Je suis un immigrant comme tant d'autres. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais ça fait quand même, là pour le coup, des décennies qu'il y a toujours des acteurs qui disent qu'ils sont des immigrants. Ou on peut remonter à Capra, Franck Capra. Hein, bon. Donc, juste le côté rêve américain, moi j'ai trouvé ça effectivement un peu light. Il aurait pu quand même être un petit peu plus violent, surtout avec... Enfin, je veux dire, il est vraiment concerné de plein pied, parce que lui, il a passé le mur, il aurait pu le dire un peu plus franchement. Oui, alors après, moi je suis ravi que Guillermo del Toro soit enfin reconnu. Moi j'adore le film, que je trouve vraiment extrêmement brillant, et c'est un grand metteur en scène quand même. Donc je pense que dans les Golden Globes, ils avaient séparé les prix, donc c'était les Three Billboards qui avaient obtenu le prix du meilleur film, et ils avaient donné la statuette de réalisateur à del Toro. Donc là, il a tout pris. Moi, je trouve que c'est assez mérité quand même. Moi, je suis d'accord avec les Golden Globes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre quand même l'influence maintenant des cinéastes mexicains. Donc, il y a ses copains d'ailleurs. Hein, Iñárritu et Cuarón. Oui. Et qui arrivent quand même à faire du vrai cinéma d'auteur dans un temps et du cinéma de divertissement à la fois, à très gros budget. Et voilà, je trouve qu'ils amènent quelque chose d'un peu neuf, je trouve, aux films fantastiques hollywoodiens faits par des Américains qui sont souvent un petit peu plus contraints. Alors, il y a quand même plus d'imaginaire, je trouve, et ce film le prouve. Ah oui, non, mais ça c'est vrai, il y a plus d'imaginaire, plus de poésie, plus de baroque. Oui, donc clairement, ce sont des signatures qui ont réussi encore à ne pas trop se diluer, disons, dans l'encre hollywoodienne. Alors, on l'a dit en introduction, c'est pas vraiment de surprise hein, dans le palmarès, en particulier pour l'interprétation. Alors, honneur aux femmes, c'est quand même encore plus cette année que d'habitude. On va commencer par la meilleure actrice dans un second rôle, donc, qui est attribuée à Allison Janney dans Moi, Tonya, de Craig Gillespie. Donc, on rappelle le film qui reconstitue l'affaire Tonya Harding, cette patineuse championne américaine qui a été accusée d'avoir commandité une agression contre sa grande rivale américaine elle aussi, Nancy Kerrigan, avant les Jeux Olympiques de Lillehammer. Et donc le film l'actrice Tonya Harding est interprétée par Margot Robbie, qui était assez phénoménale dans le film, qui n'a pas eu de chance parce qu'il y avait une très forte concurrence, on verra ça plus tard. Et il y a un personnage incroyable dans le film qui est sa mère. Oh mon Dieu oh maman. Voilà, donc là, on ne la souhaite à personne. Le terme de mère toxique est un peu doux, hein, vu le pédigré de ce personnage, et qui est interprété par cette actrice vraiment très peu connue en France,
plus aux États-Unis parce que c'est typiquement ce qu'on appelle une caractère actrice. Elle est une spécialiste des seconds rôles qui, à chaque fois, crève un peu l'écran dans des séries télé ou dans des films. Et là, elle est quand même incroyable. Ah non, mais elle est incroyable. Mais quand on avait fait un Cinérama ensemble, on dit, enfin, pratiquement, bon, déjà, moi, Tonya est vraiment un bon film, mais il faut le voir, ne serait-ce que pour la performance de cette actrice, et elle le méritait. Alors, oui, c'est de la performance. C'est-à-dire, de toute façon, les Oscars adorent récompenser les cabots. Donc, mais, enfin, là, c'est quand même du cabot, c'est du cabot de haute volée. Elle est incroyable, de méchanceté, d'acidité. Donc oui, non, c'est vraiment amplement mérité. Elle a vu le Golden Globe, elle est arrivée pratiquement, enfin... c'est pour moi. Oui, c'est pour moi, c'était peinard. Alors une autre, on s'était dit, c'est sûr, c'est pour elle, c'est pour l'Oscar de la meilleure actrice. Frances McDormand dans Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance. Elle avait eu le Golden Globe, et là, pareil, c'était prévu. Oui. Alors, on redit, il y avait vraiment un plateau très, très, très relevé pour les actrices cette année. Il y avait Margot Robbie, il y avait la jeune actrice de Lady Bird, qui est vraiment formidable, qui s'appelle Saoirse Ronan. Il y avait Meryl Streep dans Pentagon Papers, qui était quand même vraiment, vraiment étonnante. 21e nomination à l'Oscar. 21e. Hallucinant. Et là, justement, toujours, quand elle est rentrée dans la salle des Oscars et qu'elle a fait le tapis rouge, on pouvait encore mesurer la popularité de cette femme. C'est-à-dire qu'elle est complètement... Elle est respectée, admirée, mais en même temps le public crie, a envie de l'embrasser. Enfin, mais cette femme c'est une déesse. À Hollywood, c'est une déesse, véritablement. Alors, Frances McDormand a fait un discours assez fort, dont on va voir un extrait tout de suite. And the Oscar goes to Frances McDormand, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. So I'm hyperventilating a little bit. If I fall over, pick me up because I've got some things to say. I know you are proud of me, and that fills me with everlasting joy. And now I want to get some perspective. If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers, the directors, the writers, the cinematographer, the composers, the songwriters, the designers. Come on. Ms. Boyne. Okay, look around, everybody. Look around, ladies and gentlemen. Alors ça, c'est un discours donc, qui avait vraiment la pêche, hein, on peut le dire. Oui, oui. Donc voilà, donc, elle a fait lever toutes les femmes présentes dans la salle. Elle a fait applaudir toutes les femmes, voilà, par toute la salle. Et donc voilà, rappelez ce qu'elle a dit assez vite auparavant. Donc elle a dit, ben voilà, on est des femmes, on est là, on a toutes des projets en attente. Et donc, elle a un appel à tous les producteurs, tous les financiers d'Hollywood, venez nous voir, et pas seulement au fait de cette nuit, et venez nous voir dans les jours suivants, et puis mettez en avant les femmes, et aussi mettez en avant les minorités. Donc, on revient à cette intersectionnalité, voilà, et ce qu'elle a dit, je n'ai que 2 mots à vous dire, rider inclusion, c'est-à-dire c'est la clause dans les contrats avec les acteurs qui disent qu'il faut mettre en avant les femmes et les minorités. Alors, on va parler des autres prix d'interprétation, mais tout d'abord, une réaction d'un internaute, c'est Eduardo, qui dit « Nous, les Chiliens, nous sommes très fiers de notre femme fantastique ». Alors, la femme fantastique, voilà, je voulais en parler plus tard, on va en parler tout de suite. C'est un peu la surprise, quand même. Ah, oui. C'est l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Donc, la femme fantastique, Une femme fantastique, c'est ça, de Sébastien Lelio, qui est un très beau film, hein, qu'on a défendu à sa sortie, mais franchement, on ne l'attendait pas du tout. Hein. Bon, on l'attendait plutôt pas comme au César, quoi, faute d'amour d'Andrei Zviagintsev.
Bah d'ailleurs, il n'est pas venu au César parce qu'il voulait être présent aux Oscars. Eh ben, bien fait, tiens, voilà, il avait qu'à venir chez nous, parce que nous, on lui a donné le César. Ou ça aurait pu aussi quand même être The Square, vu que c'était la Palme d'Or. Enfin, non. Ah, ouais, si, moi j'aime ça. Mais en tout cas, en termes de gros films, d'auteurs, et effectivement, le Chili, donc très très bonne. Mais et très beau film. Et très beau film. Donc là, il y a eu une préférence pour disons, un film d'auteur moins spectaculaire que Faute d'amour, oui. qui est vraiment le grand film d'auteur presque intimidant, ou The Square, qui est, pour moi, c'est un film de petit malin très désagréable, mais il a ses fans. Mais tout de même. Mais en tout cas, oui, la prime au talent discret, mais très très sûr de ce réalisateur chilien, qu'on suit depuis longtemps. Oui, absolument. Donc, non, mais on est très contents, nous aussi. Okay. Pour une fois que les Oscars ne donnent pas la statuette juste au plus gros d'entre eux, c'est très bien. Oui, donc comme Eduardo, n'hésitez pas à commenter ou à nous poser des questions, on essaiera de répondre en direct. Alors je reviens au prix d'interprétation, on va passer aux hommes maintenant. Alors le meilleur second rôle, là c'est pareil, il était très attendu. Oui, là on est tous les deux très contents et on est d'accord. Donc c'est Sam Rockwell dans Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance. Alors là, on récompense l'acteur, qui est quand même très étonnant, et le personnage. Oui, c'est quand même très fort parce que je vais aller assez vite, mais enfin, le personnage est une ordure doublée d'un parfait abruti, flic raciste, vraiment bas du front. Et alors Sam Rockwell arrive à rendre ce personnage presque sympathique. C'est quand même un exploit. Et même quasiment bouleversant à la fin. Enfin, il est très très bien écrit. C'est très bien écrit, voilà. C'est quand même Martin McDonagh est quand même un excellent dramaturge, excellent scénariste. Alors pour ce film-là, en plus, il s'est révélé encore meilleur réalisateur qu'avant, parce qu'il a, je trouve, franchi un palier, mais c'est quand même un excellent dialoguiste, et la caractérisation des personnages, notamment celui-là, c'est quand même très très fort. Oui, alors il était en concurrence, Sam Rockwell, avec l'autre second rôle du film, comment il s'appelle, qui joue le shérif? Woody Harrelson. Woody Harrelson. Bon aussi, hein. Et donc ils étaient les deux seconds rôles autour de Frances McDormand étaient en concurrence. Mais je pense qu'en fait il y avait un truc sur ce film. L'ambition en fait transpirait de tous ces gens. Et quand Sam Rockwell s'est levé pour prendre la statuette, on a vu que Frances McDormand en avait bon. Ce sont des Américains, ils ont l'émotion facile. Mais on sentait une réelle émotion. Woody Harrelson avait l'air vraiment heureux aussi. Il y avait un truc de troupe, comme au théâtre. Ce qu'essaie de faire Martin McDonagh, d'ailleurs. Voilà, c'est pas pour rien qu'en fait ce cinéaste vient du théâtre et tout. Et effectivement, la performance de Sam Rockwell en flic, normalement, mais odieux. Et qui tire une larme à la fin du film. Si vous n'avez pas vu Les Trois Panneaux de la Vengeance, ça urge, là, il faut y aller parce que c'est vraiment... c'est l'avantage d'ailleurs parce que tous les grands films nominés cette année viennent de sortir en France, et donc vous pouvez tous les voir en salle, et on vous invite vraiment à aller les voir. Alors là par contre, ça c'est pareil, c'est pas une surprise, hélas. Le prix l'Oscar du meilleur acteur est revenu comme prévu à Gary Oldman, et avant de dire tout le mal qu'on en pense, on va écouter... Pas de Gary Oldman, disons de son interprétation. Et voilà, et du fait que ce soit lui qui soit récompensé, on va écouter son discours de remerciement plutôt sympathique. And the winner is Gary Oldman, Darkest Hour. This is the first Oscar and second nomination for Gary Oldman. I would just like to salute Sir Winston Churchill, who has been marvellous company on what can be described as an incredible journey. I would like to thank my mother, who is older than the Oscar. She is 99 years young, next birthday. And she is watching the ceremony from the comfort of her sofa. I say to my mother, thank you for your love and support. Put the kettle on. Alors, le discours de Gary Oldman, pas du tout politique, hein. Donc c'est un hommage à sa maman, qui a 99 ans, si j'ai bien compris. Voilà, donc c'est juste pour dire à sa mère, va faire bouillir l'eau chaude et on prépare le thé, j'arrive avec mon Oscar. C'est très mignon. C'est très très mignon. Mais faut pas se moquer de lui, parce que Sam Rockwell, qui a reçu le premier Oscar de la soirée en tant que meilleur second rôle masculin, lui aussi, il a remercié ses parents parce qu'ils étaient cinéphiles. Et il a dit que c'était grâce à eux que finalement il atterrissait enfin sur cette scène.
Donc il n'y a pas que Gary qui a parlé de papa et maman. Hein. Alors, bon, Gary Oldman, on va pas critiquer Gary Oldman. Ah c'est non, un on n'a pas très le droit. grand acteur britannique, très grand acteur tout court. C'est juste son interprétation. Donc, on rappelle, il joue dans Les Heures sombres. C'est un film c'est un biopic sur un très court moment de la vie de Winston Churchill, enfin un moment clé quand même. C'est mai juin 1940. Donc, l'armée allemande vient de faire une offensive éclair et malheureusement très réussie en France et en Belgique. L'armée anglaise est limite en déroute. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que donc on négocie une paix avec Hitler avant qu'il envahisse l'Angleterre, ou est-ce qu'on continue la guerre? Et donc Churchill, seul contre tous ou presque, veut continuer la guerre et réussit, à suite de moult tractations, moult magouilles politiques, à devenir Premier ministre et donc à imposer on continue la guerre. Donc un moment clé de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire du XXe siècle tout court. Alors, on ne va pas dire du mal de Churchill non plus. Churchill, très grand homme. Non, mais on va dire que c'est pas un bon film. Le film n'est pas bon. Voilà, le film n'est pas bon. Déjà, c'est cette manie de faire des mini-biopics, des bouts de biopics de grands mecs. Alors évidemment, hein, Churchill, ça rentre pas dans un film en fait. Donc alors on prend un petit bout, certes là, essentiel de la vie de Churchill, et on engage. D'ailleurs, il a eu l'Oscar. On engage des maquilleurs fous et des perruquiers fous. Et on transforme un acteur extraordinaire en un cabot, pour le coup, parce que je pense que ça participe aussi. Quand on a ça de latex sur la tronche, je ne sais pas si ça aide vraiment à... Donc, Gary Oldman, on l'a toujours adoré. Ça a toujours été... En fait, je pense que là, c'est aussi la prime à... C'est un extraordinaire second rôle, souvent. Il a rarement eu le premier rôle. Et je pense que la profession l'adore, qu'il est partout, que ce soit dans les films d'auteur ou chez Christopher Nolan, c'est le policier de Batman, bon. Donc tout le monde l'adore à Hollywood, et là, pour une fois qu'il pouvait cabotiner dans un grand rôle historique, du coup, pim, c'était sûr et certain. Mais c'est pas sa prestation la plus subtile. Non, et alors c'est d'autant plus dommage que là aussi, il y avait une concurrence assez costaud, notamment, surtout... Alors j'espère que c'est pas son dernier rôle, mais il le dit à chaque fois, mais Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread. Et là, c'est vraiment l'inverse. Alors, Daniel Day-Lewis peut être un cabot assez redoutable quand il veut, quoi. Mais là non, quoi. C'est-à-dire là, vraiment, c'est une interprétation d'une énorme subtilité dans son rôle de grand couturier, névrosé, perfectionniste dans Phantom Thread. C'est vraiment l'inverse de ce que fait Gary Oldman dans Les Heures sombres. Et ce que tu disais, on est vraiment dans la prime à la performance, la prime au cabotinage qui est malheureusement... en gros, si vous voulez avoir un Oscar du meilleur acteur à Hollywood, vous mettez plein de maquillage sur la figure ou vous jouez un handicapé et c'est quasiment assuré. Oui, c'est ça. Et un mathématicien fou. Alors peut-être qu'ils n'ont pas voulu que Daniel Day-Lewis batte le record de Katharine Hepburn. Parce que s'il avait eu l'Oscar... Il a réussi, c'était son 4e. C'était son 4e. Et je ne sais plus, maintenant j'ai un doute. Non, je crois qu'elle en a eu 4 ou 3. Alors, où il équivalait le record de Katharine, ou il l'a dépassé. C'est vrai. Bon, allez, Katharine, on va dire qu'elle est intouchable. Alors, on a une réaction de Jean-Louis. Alors, lui, il n'aime pas la forme de l'eau. Hein. Ah Je suis consterné des prix obtenus par Guillermo del Toro pour son dernier film, qui est d'un convenu et d'un conformisme bien américain. Je le trouve un peu sévère, Jean-Louis, quand même, parce que le film n'est pas convenu. Il est quand même très surprenant, et c'est pas si le conformisme est assez peu américain, quand même, dans cette histoire. Moi, je trouve que c'est un confort... je suis d'accord avec Jean-Louis, mais un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire, je trouve que c'est du conformisme anti-américain. C'est-à-dire avec... on s'était disputé sur la question avec le méchant agent du FBI avec sa grosse matraque, et puis toutes les minorités représentées très joliment là en ligne, avec le quinquagénaire homosexuel. Le conformisme politiquement correct. Oui, c'est vraiment politique. Pour moi, c'est lourdement politiquement correct. Je suis d'accord avec vous. Bon, d'accord. Jean-Louis Guillemette est d'accord avec vous, vous voyez. Alors, on va aller assez vite maintenant sur les autres prix. Donc, on parlait de l'absence de Daniel Day-Lewis au palmarès. Ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est que Phantom Thread, donc le très grand film, à mon sens, de Paul Thomas Anderson, ne repart qu'avec une seule statuette. Les costumes. Alors bon, c'est un peu attendu. Qu'est-ce que tu as un film dont on rappelle C'est comme si Christian Dior avait l'Oscar des meilleurs costumes. Oui, c'est un film sur la mode, meilleurs costumes. Bon. Voilà. Et voilà, c'est vrai que le film est d'un abord plus difficile que La forme de l'eau, que Three Billboards. C'est quand même un très très grand film d'un immense cinéaste qui
alors, qui parfois... Alors moi j'aime beaucoup, donc j'ai beaucoup d'indulgence, même quand il fait des films un petit peu too much, quoi. Mais là, je trouve qu'en plus, il atteint une vraie... il y a une certaine sobriété dans le film, une vraie élégance. Oui, il y a un classicisme. Un classicisme qui, en même temps, c'est peut-être son film le plus fou, d'une certaine manière, parce que ça raconte cette histoire d'amour très, très, très bizarre entre ce grand couturier et cette muse un peu surprenante. Voilà. Donc vraiment, le film, pareil, il est sorti en salle il y a 3 semaines. Vraiment, allez le voir. Oui, le film est une splendeur. Dans les choses un peu enfin pas idiotes, mais meilleur costume pour un film sur la mode, bon d'accord. Et meilleur montage. Oui, pour Dunkerque. Voilà, les Oscars techniques, donc Dunkerque. Les Oscars techniques. Alors Dunkerque de Christopher Nolan. Donc Dunkerque a eu 3 Oscars. Alors qu'il était nommé partout. Partout, voilà. Et, alors 3 Oscars, donc tu l'as dit, le meilleur montage. Alors un peu attendu, parce qu'en plus, on rappelle le principe du film, c'est raconter la bataille de Dunkerque, on n'est pas loin de Churchill encore, à travers 3 temporalités, pendant un mois, pendant une journée, pendant 1 heure, et sur 3 niveaux, c'est-à-dire sur la plage, sur l'eau et dans les airs. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, on passe de l'un à l'autre, comme ça, un montage. Bon. Donc c'est vraiment les airs, la terre, la flotte, allez hop, la flotte, les airs, tactique, tac-touc. Bon. C'est un peu un gimmick, quoi. C'est un peu un gimmick, hein. alors lui donner l'Oscar du meilleur montage, c'est comme donner l'Oscar du meilleur costume pour un film sur la mode, quoi. Franchement, ils ne sont pas foulés là. Alors, par contre, ça manque d'imagination. Plus mérité, les 2 autres récompenses qu'a eu Dunkerque, c'est, alors là, aux Oscars, on distingue entre le meilleur montage son et le meilleur mixage son. Et donc il a eu les 2 prix. Et là, c'est plutôt intéressant d'ailleurs, parce que c'est 2 travaux, 2 métiers très différents. Très différents. Et là, pour le coup, je trouve que c'est assez mérité parce que je ne suis pas très fan du film, mais j'avoue que le travail sur le son est assez exceptionnel quand même. Oui, sur les... Effectivement, une bombe, enfin là je suis un peu méchante, mais les bombes qui tombent dans l'eau n'ont vraiment pas le même bruit que les bombes qui tombent sur le sable. Non, mais c'est vrai que le travail sur le son est assez remarquable. C'est d'ailleurs ça, souvent, qui tient en éveil dans le film, parce que autrement, c'est un petit peu emmerdant. On peut dire ça comme ça. Alors, un autre grand film qui aurait pu peut-être prétendre un peu plus et ne repart qu'avec des Oscars techniques, c'est Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Alors, meilleurs effets spéciaux, ça c'est pareil, c'est un peu attendu pour un film de science-fiction, voilà, avec des voitures qui volent. Et meilleure photographie quand même, là, pour quand même assez somptueuse, il faut le reconnaître, de Roger Deakins, grand chef opérateur des frères Cohen. Là, c'est assez mérité, non? Oui, c'est assez mérité, mais là encore, en fait, il y a vraiment des moments où on voit à quel point, à part finalement... pour l'Oscar du meilleur film étranger, où ils sont allés chercher quelque chose de plus subtil, ils vont chercher un peu l'évidence, parce que moi qui aime beaucoup Call Me By Your Name, là il y a une photo mais absolument divine, espèce de filtre comme ça des années 80, une lumière. Ça rappelle un peu les photos que pouvait faire Nestor Almendros, le grand chef opérateur d'Eric Romer et de Terrence Malick. Exactement, et voilà, moi j'aurais trouvé ça sans doute plus, comment dire, plus discret, mais plus intelligent de donner la meilleure photographie à ce genre d'éclairage plutôt qu'un grand truc métallique et bon. Ok. Alors pour les scénarios dont tu parlais de Call Me By Your Name, donc un film qui passait pour un outsider. Alors, le film est tout juste sorti la semaine dernière. Pareil, allez le voir, c'est vraiment un très très beau film. Et donc il a réussi à avoir un prix, le meilleur scénario adapté d'un roman. Oui. Le roman vient d'être traduit d'ailleurs en français. Du même titre, et c'est James Ivory qui a adapté le roman. Alors on rappelle qui est James Ivory, un peu oublié aujourd'hui. Oh mon Dieu. Bah si, quand même. Un peu oublié, parce qu'il fait longtemps qu'il ne fait plus de films, et puis voilà. Donc, qui est James Ivory ? Vas-y, attends alors. Alors, cinéaste britannique. Qui a eu quand même très très célèbre et très acclamé dans les années 80 pour tous ses films, l'adaptation des romans de Foster notamment, et des films qui se passaient en Inde, voilà, et donc le film qui se passait, donc Chambre avec vue, voilà, Chambre avec vue, donc du grand classicisme britannique. Ah bah c'est quand même grâce à lui qu'on est tous tombés amoureux de manière mélangée, de Anthony Hopkins avant qu'il cabotine, de Emma Thompson, de tous les acteurs anglais. C'est chez lui qu'on a vu pour la première fois Hugh Grant. Enfin, non mais c'était un grand monsieur. Un grand monsieur. C'était un grand monsieur. Un peu oublié depuis. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est un film sur la jeunesse. Hein, faut rappeler, c'est le début d'une histoire d'amour entre un adolescent italien et un étudiant américain qui est donc dans des décors de rêve, dans une photo. Ah non, mais dans une Italie dans laquelle on a tous envie de s'enfermer, de plus bouger, où tout est magnifique. Alors c'est vrai que c'est un film,
j'allais dire un mélo, disons un mélo doux, amoureux, pour esthètes. Pour esthètes, pour gens qui lisent des poèmes dans le texte, mais c'est d'une grâce. C'est vraiment la touche, effectivement, Ivory, magnifique, l'adaptation est superbe, et enfin, la meilleure adaptation, mais sans aucun conteste. Alors, le scénario, meilleur scénario original, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est Get Out. Donc là, qui s'est imposé devant quand même de sacrés morceaux, notamment Three Beats Balls, les panneaux de la vengeance, quand même un scénario formidable. Donc voilà, on ne revient pas dessus. Il s'est imposé devant la forme de l'eau, donc je suis contente. La forme de l'eau, oui, bah ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la forme de l'eau. C'est pas le scénario qui est le plus réussi, je suis d'accord. Donc voilà, donc Get Out. Et c'était le scénario le plus engagé. Le plus engagé, oui. Parce que c'est le film quand même, pour le coup, de tous les films en compétition, c'était le film le plus engagé. Lui, pour le coup aussi, métaphore, là c'est pas Hollywood, métaphore de la vie, c'est un film métaphore du racisme. Et donc, c'était quand même là important que Hollywood donne l'Oscar à cette histoire-là. D'accord. Alors, on a une réaction de Florent. Alors lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit sur Dunkerque. Ah. Pas d'accord. Dunkerque était le film le mieux monté, parole de technicien, et c'est un film dont le montage est le cœur de la narration. Bah, c'est en gros ce qu'on a dit, non? Ah oui. Ah non, mais on est d'accord que le montage est absolument extraordinaire et que tout le film repose sur le montage, donc évidemment. Donc c'était une évidence, mais presque marqué dessus qu'il aurait le meilleur montage. Après, ça nous fait pas aimer le film pour autant. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait dire. Voilà, c'est-à-dire c'est un grand film de technicien. Il manque peut-être un cinéaste. Oui, parce que étrangement, c'est étrangement. Enfin, pourtant, alors dire que ça manque d'un cinéaste avec Christopher Nolan, c'est quand même le bouquet. Ouais. Mais étrangement, du coup, ça manque d'émotion. Il y a un truc qui opère pas dans. Oui, un tour de force technique et pas beaucoup. C'est à peu près tout, quoi. Enfin, pour nous, en tout cas. Pour nous, en tout cas. Il reste juste un dernier point. Alors, parce c'est les Oscars, mais il y avait quand même des Français qui étaient nommés. Alors, une petite déception pour notre chère Agnès Varda, qui aurait sans doute en plus été peut-être la doyenne des lauréates, si jamais elle l'avait remporté. Elle a été nommée pour l'Oscar du meilleur documentaire avec le photographe JR pour Visage Village. Elle ne l'a pas eu. Alors à la place, donc c'est un documentaire Netflix qui l'a emporté, qui s'appelle Icarus de Brian Fogel. Alors je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air assez fou quand même, ce documentaire. Oui, c'est en fait un Super Size Me, mais version dopage. C'est un type qui a décidé de se doper pour voir ce que ça fait. Mais ce qui est très très drôle, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est devenu un documentaire choc en cours de tournage, parce que ce documentariste qui a commencé à se doper pour voir l'effet que ça faisait, le faisait sous le contrôle d'un médecin russe qui se retrouve au cœur là du plus gros scandale de dopage pratiquement qui ait jamais existé. Et qui a fait que donc il y a eu notamment aux derniers Jeux Olympiques d'hiver, il n'y avait pas de délégation russe officielle puisque la plupart étaient interdits de participer. Donc en fait, ce type s'est retrouvé avec l'homme du scandale dans son film. Donc c'est ce qu'à de le dire, ça a enflé et ça a donné en cours de route un film différent. Et en plus, le réalisateur, évidemment, n'a pas... Enfin, je ne sais pas sur scène, j'avoue que je n'ai pas vu ce moment-là, mais sur le tapis rouge avec Didier Alouche, il en a mis une petite louche sur Poutine, ravi de... Évidemment, il était content de pouvoir balancer des vannes sur Poutine. Donc, non, mais je pense que ça vaut le coup. On a hâte de le voir. J'espère que ça va être diffusé sur Netflix France. Là, vu qu'il a eu l'Oscar, je pense que ça va arriver très vite. Fait, voilà. Il y avait un autre film Netflix qui était, alors c'était une fiction celle-là, qui était nommée, qui n'a rien eu, c'est dommage, parce que j'ai trouvé c'est un très beau film qui s'appelait Mudbound, de Dee Reese. Un film, alors pareil, c'est une jeune réalisatrice noire. Le film a été nommé pour le meilleur second rôle féminin et pour le meilleur scénario adapté. Donc c'est Call Me By Your Name qui l'a battu. Et je vous invite à le voir. Celui-là, il est disponible sur Netflix France déjà. Vraiment, c'est un très beau film. Alors, on a dit qu'Agnès Varda n'avait pas eu l'Oscar. Il y a quand même eu un Français qui est reparti avec une statuette. J'allais dire comme d'hab. Alexandre Desplat. Donc, c'est la quatrième récompense pour la forme de l'eau. Il y avait aussi le meilleur décor pour la forme de l'eau. Et donc, Alexandre Desplat a eu c'est son deuxième Oscar. Le précédent, c'était pour The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Et là, belle musique quand même, il faut reconnaître. Oui. Ah non, mais bien sûr, très belle musique, mais beaucoup de musique.
Beaucoup de musique. Beaucoup de musique dans La Forme de l'eau, beaucoup. Mais Alexandre Desplat, c'est incontestable, c'est un génie. Puis en plus, on a un génie qui s'est installé à Hollywood et qui a bien pris, qui a pris les clés. Donc, on en est ravis. Moi, je trouve que c'est pas forcément sa partition, pour le coup, là encore, la plus subtile. Et c'était pas sans doute dans The Budapest Hotel, je trouvais ça beaucoup plus fort, beaucoup plus original. Il y avait un truc, une légèreté, c'est beaucoup plus insolite. Là, on est dans la grande musique symphonique hollywoodienne classique, très réussie, qui va très bien au film, peut-être effectivement un petit peu lourde par moment. Et on peut dire là aussi qu'il y avait quand même un sérieux concurrent en face, où là c'était vraiment une musique formidable. Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead, pour Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. C'est une des plus belles collaborations compositeur-cinéaste qui peut se voir et s'entendre aujourd'hui dans le cinéma mondial. Et celle-là est quand même très très forte, parce qu'on rappelle donc que Johnny Greenwood vient du rock, parfois du rock un peu expérimental, et là fait une grande musique classique à l'ancienne, mais vraiment qui est splendide, quoi. Voilà. Et alors, allez, je prends la responsabilité parce que c'est une honte, j'ai oublié le titre. Ben, tant pis, il faut quand même le dire parce que c'est pas juste. Dans la catégorie animation, nous avions des petits Frenchies, alors vraiment des Frenchies petits parce qu'ils étaient étudiants. Pour le meilleur court-métrage d'animation, c'était un groupe d'étudiants qui étaient nommés à l'Oscar. Ils ne l'ont pas eu. C'est horrible, je ne me souviens pas du titre, qu'ils m'excusent, mais de toute façon, ce n'est pas très grave parce que vous allez retrouver ce court-métrage, en fait, parce que nous allons le programmer sur le site. À l'occasion de la fête du court-métrage à partir du 15 mars. À l'occasion de la fête du court-métrage, on avait l'intention de vous le montrer, chers internautes, donc de toute façon, vous verrez le titre à ce moment-là. C'est l'histoire d'un jardin avec des grenouilles qui occupent la place, mais vous allez voir, ça se termine bizarrement. Et en fait, ils étaient tout fiers, ils sont venus tous. C'est un court-métrage, ils ont été au moins 5 ou 6 d'une école d'animation, ils sont tous venus à Hollywood. Ils sont repartis bredouille, mais franchement, je pense que d'avoir fait le tapis rouge, je ne sais pas moi, une vingtaine d'années, ça leur aura fait l'année, ça. Très bien. Ok. Ben, merci Guillemette pour avoir commenté avec moi cette 90e cérémonie des Oscars. Merci aux internautes qui sont intervenus pendant l'émission, même si nous n'étions pas forcément d'accord avec eux. Et bien, on se retrouve dès mercredi pour un nouveau numéro de Cinérama consacré au film de la semaine. Merci à tous et à très bientôt. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.